Il est 19h45, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les travailleurs du monde entier sont à l'honneur ce 1er mai, fête du travail. Quels sont les principes de sécurité et de santé au travail? Nous en parlerons dans ce journal. Également dans cette édition, il sera question du trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Il s'agit de l'autisme. Selon les spécialistes, la prise en charge précoce pourrait bien être le meilleur moyen d'en guérir. Une bonne première impression peut vous faire gagner votre emploi entre tenue chic et classe. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Un spécialiste en style vestimentaire nous aide à faire un bon choix. Bonne fête du travail à tous les travailleurs du Bénin et du monde entier qui sont à l'honneur ce 1er mai, la fête du travail ou journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs est célébrée le 1er mai de chaque année. Elle a été instituée à partir du XVIIIe siècle pour célébrer les réalisations des travailleurs. C'est une journée chômée dans certains pays comme l'Allemagne, la France, le Sénégal et le Bénin. Le thème choisi cette année est Monde du travail et pandémie du Covid-19, garantit la santé des travailleurs, défi majeur dans la préservation des acquis des entreprises. Ce thème revient sur l'importance de la ressource humaine pour l'entreprise et la nécessité de la protéger contre diverses maladies, dont le Covid-19. La célébration du 1er mai dans de nombreux pays du monde est l'occasion d'importantes manifestations du mouvement ouvrier. Intéressons-nous à présent à la santé et à la sécurité au travail. En effet, l'Organisation internationale du travail reconnaît la responsabilité partagée des principales parties prenantes en la matière et les encourage à promouvoir une culture préventive afin de s'acquitter de leurs obligations et de leurs responsabilités. Alessandra Diotan nous donne ici plus de détails dans ce reportage. Toute activité professionnelle engendre des risques pour la sécurité du travailleur à des degrés plus ou moins élevés. En matière de sécurité et de santé au travail, tout part de ce postulat. L'OIT a fait une récente étude qui prouve que 2,74 millions de travailleurs meurent chaque année du fait des risques professionnels. Lorsqu'on parle des risques professionnels au sens de notre législation, c'est les accidents du travail et les maladies professionnelles par an. Vous voyez, les données sont denses et écœurantes et parfois même, ça interpelle chacun de nous parce que ça a un coût économique. En dehors de ce coût économique, il y a déjà un coût humain lié aux souffrances humaines. Parlons des maladies professionnelles. Elles sont au nombre de 95 à être reconnues au Bénin. La prévention des risques professionnels dans leur ensemble repose sur 3 acteurs majeurs identifiés que sont l'employeur, le salarié et l'État. Pour l'employeur, ses obligations sont immenses. Il lui revient d'abord de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir ou prémunir les salariés contre toute agression. Dans la pratique, il incombe aux entreprises de former les travailleurs aux règles d'hygiène et de sécurité, de mettre en place des comités d'hygiène et de sécurité et d'apporter les premiers secours en cas de survenance du risque. Quant aux travailleurs, il doit faire tout possible pour prendre les dispositions, non seulement pour garantir sa santé et sa sécurité, mais ne pas compromettre la santé et la sécurité de ses collègues. Ensuite, il lui revient encore 2 obligations principales qui sont des droits en fait. Il y a ce qu'on appelle le droit d'alerte et le droit de retrait. L'État, en matière d'obligations, apporte quant à lui son appui technique à travers le corps des inspecteurs de travail qui détient le pouvoir de contrôle et de coercition. Tout ceci découle d'un ensemble de normes établies qui prévoient également les mécanismes de prise en charge. Le Code du travail fait obligation à l'employeur de déclarer son travailleur, de l'affilier. L'employeur lui-même doit s'immatriculer, ce qui est normal. Donc là, dans les assiettes de cotisation de la CNSS, il y a une rubrique qui est liée au risque professionnel, supportée uniquement par l'employeur. Donc, lorsque vous avez un accident du travail, en principe, la CNSS prend en charge les soins, même si l'employeur prend en charge les soins de premier secours.
Lorsque, par exemple, vous êtes femme en état de grossesse, là aussi, l'employeur cotise pour ça, pour les prestations familiales. Et là, lorsque l'employeur, la salariée, pendant ses congés de maternité, par exemple, elle prend 14 semaines de congé, l'employeur paie la moitié, la CNSS paie la moitié. Au plan national, du chemin reste à faire car bon nombre d'entreprises sont à la traîne en ce qui concerne le respect des normes de santé et de sécurité au travail qui, en résumé, repose sur la prévention à travers l'évaluation des risques encourus par les travailleurs et l'adoption des mesures pour limiter ces risques. Avez-vous déjà entendu parler de l'autisme? C'est une maladie qui se définit comme un grave trouble du développement qui réduit la capacité à communiquer et à interagir. Cependant, bien que ce trouble soit incurable, un traitement peut aider le patient. Comment réussir à traiter un autiste? La prise en charge au plus tôt pourrait bien être le meilleur moyen. C'est ce que nous dit ce reportage signé Rodrigue Babagüeto et Rodrigue Blondoumé. Normalement, à 1 an et demi, déjà, des enfants parlent ou au moins ils alignent 2-3 mots, même s'ils ne font pas des phrases. Et lui, ce n'était pas encore le cas. Même maman, papa, rien du tout, silence. Et on ne savait même pas ce que c'était. Mais on savait juste qu'il y avait quelque chose de pas habituel par rapport aux autres enfants. Un enfant aux réactions et comportements pas habituels, tels que des difficultés à communiquer et à appréhender les interactions sociales. Si ses parents ont fini par réaliser que leur enfant est autiste, à 4 ans aujourd'hui, le jeune garçon a toujours du mal à s'exprimer. Quand on a reçu l'enfant, on a eu à effectuer les tests qu'il faut pour l'enfant et relever effectivement le fort risque autistique pour l'enfant. Et je crois que depuis environ un peu plus d'1 an qu'on a commencé par travailler avec cet enfant, là déjà aujourd'hui, on peut relever quand même quelques amoindrissements au niveau de certains déficits. Des amoindrissements qui auraient pu être plus considérables si très tôt le diagnostic autistique avait été établi et si mieux ce trouble était connu. La quête de réponse face au trouble de l'enfant aura été bien longue pour ses parents. Au départ, on ne sait pas vers quel sens se pourrait. Je suis allée au CNHU. On nous a dit c'est parce qu'on a de l'argent. À 2 ans. Et ils m'ont dit d'attendre qu'il ait 6 ans. Et je me suis dit, mais si c'est quelque chose de grave, mieux vaut savoir maintenant. Donc, c'était pratiquement une course folle. Et pour pallier cette ignorance sur le sujet, ici, on sensibilise sur l'autisme afin d'éviter les stigmatisations. Nous avons constaté que l'autisme n'est pas très connu et que les enfants autistes sont marginalisés et les enfants sont traités d'enfants possédés, enfants sorciers. Et il y a beaucoup de discrimination. Donc il faut déjà commencer par en parler, commencer par dire comment ça se fait, ça se manifeste, quels en sont les signes, et il faut commencer par déconstruire les fausses idées qui se posent sur la question. Appelé également trouble du spectre, l'étendue et la gravité des symptômes sont très variables, mais seule une détection précoce peut favoriser le développement et l'apprentissage. Aujourd'hui, les recherches ont beaucoup évolué et déjà à partir de 12 mois, on peut déjà commencer par dépister les risques autistiques chez l'enfant. Au jour d'aujourd'hui, rien n'a encore été prouvé par rapport aux causes de l'autisme. On sait que c'est une défaillance, c'est un souci au niveau du cerveau. Il suffit de diagnostiquer très tôt, il suffit de mettre la prise en charge, l'orientation thérapeutique qu'il faut pour que tout le monde s'en sorte et il n'y a plus du tout de problème. Il n'est jamais trop tôt pour agir. Un retard n'est pas toujours un signe inquiétant. Dès les premiers signes, il faut vite agir pour son enfant. Parlons mode à présent. Savez-vous que pour un entretien d'embauche réussi, il faut une tenue vestimentaire adéquate? Pour une bonne première impression, il est capital de rester sobre et de privilégier l'élégance et le classique. Que faut-il porter pour un entretien d'embauche? Ariel Alarassa, spécialiste en style vestimentaire féminin, nous en parle. Pour un entretien d'embauche, il faut porter des tenues sobres. Pas de tenue sexy, parce que c'est pas pour aller en boîte. Il faut porter des chemisiers, des robes tailleurs, des vestons,
ou des ensembles tailleurs, pantalon, veste, jupe, veste. Je pourrais citer 4 couleurs. Le noir qui représente le leadership, le bleu nuit qui représente la créativité et le travail en groupe. La couleur blanche qui montre votre sens de l'organisation et votre côté méticuleux. Ensuite, le gris qui représente un peu aussi l'esprit de créativité. Quand on a par exemple une poitrine forte, il faut éviter de mettre, pour aller à un entretien, de mettre des décolletés plongeants qui va faire voir l'essence de vos seins. Non. Et il ne faut pas mettre aussi des cols roulés qui fermeront votre poitrine et la poitrine sera taxée. On verra plus la forme de votre poitrine. Bon, il faut miser sur des tenues moins serrées. Quand par exemple, si on a les hanches, on ne peut pas mettre du pantalon pour aller à un entretien d'embauche. Le recruteur aura juste les yeux sur vos rondeurs. Il faut peut-être porter un pantalon un peu évasé, pas slim, un peu évasé, ça va un peu équilibrer la morphologie au niveau de vos hanches. Il ne faut pas porter des sandales, il faut mettre des escarpins, des ballerines. Des ballerines à petits talons. Des talons qui vous permettront d'être à l'aise quand vous serez assis et vous ne serez pas stressé, nerveux. Parce que quand vous portez une chaussure qui fait mal au pied, et puis une chaussure dans laquelle vous avez du mal à marcher, votre nervosité se fera ressentir par votre recruteur. Hors du Bénin et au Sénégal, la récolte de céréales a été satisfaisante pour la campagne 2020-2021. Selon l'autorité en charge de l'agriculture et de l'équipement rural, la production de graminées s'est chiffrée à 3,64 millions de tonnes au terme de la dite campagne. Ce volume est en hausse de près d'1 million de tonnes comparativement aux résultats de la saison précédente. Pour la campagne 2021-2022, l'exécutif compte maintenir la dynamique en tablant sur une nouvelle production record de 4 millions de tonnes de céréales. Au Sénégal, l'agriculture fournit environ 10% du PIB du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. Bonne fête du travail à toutes et à tous.